Voilà. Bon, bonsoir, cher ami. Bonsoir, cher ami. Vous m'entendez bien maintenant? C'est bien? Le son est Tout, bon? tout est nickel de mon côté. Voilà, exactement. Donc, c'est un plaisir de te recevoir, cher professeur Saïd Hami. Un grand copain et un grand ami. On a toujours le plaisir de te retrouver. Donc, sans tarder, je vais commencer par souhaiter la bienvenue à nos chers consoeurs et nos chers confrères. Qu'il soit le bienvenu dans notre quatrième édition, premier panel de ces conférences virtuelles des vendredis de la dentisterie. C'est un cycle co-organisé par la Polyclinique médico-dentaire esthética, l'agence Atelier Vita et l'école Postgrad du pôle de formation d'Alain Foratera. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Formé de consultants et d'experts académiques de renom spécialisés de différents domaines de connaissances tels que les ingénieries, les sciences sociales et encore la santé, ou encore la santé. Donc, je vais présenter mon cher professeur Saïd Hemi. Bien sûr, il a un CV impressionnant. C'est l'une des icônes et des personnalités imminentes et influentes dans son domaine d'action. Donc, il est professeur agrégé du département d'odontologie, conservatrice et endodontie de la faculté de médecine dentaire de Casablanca, président fondateur de l'Académie marocaine d'endodontie, diplôme national de spécialité en odontologie conservatrice et endodontie, bien sûr, PhD génétique en pathologie moléculaire, ingénierie tissulaire, faculté de médecine et pharmacie de Casablanca. J'en passe. Il a plusieurs casquettes. Il est aussi diplômé de l'université d'implantologie, chirurgie orale, maxillofaciale, université de Paul Sabatier, Toulouse. Il est auteur de plusieurs articles et publications scientifiques internationales. Il est aussi membre de l'Association américaine d'endodontie, membre de comité de rédaction de l'Afrique Journal of Dentistry, rédacteur en chef de l'Afrique Dentale, l'Afrique Journal of Conservatrice Dentistry aussi, et j'en passe. Donc, sans trop tarder, ça me prendrait encore beaucoup plus de temps pour bien te présenter, cher ami, mais je Merci te beaucoup. cède la parole avec plaisir. Merci, cher ami. C'était un plaisir et c'est toujours un plaisir de te voir. Merci pour votre invitation. Merci à toi. Merci à Ahmed, qui est un grand ami aussi. Merci à M. Ouad pour cette honorable invitation. J'espère que on passera ensemble, Inch'Allah, une petite soirée autour de la désinfection qu'on a choisi comme thématique. Je vais partager mon écran et sur la base de l'écran, on va voir euh, vous allez voir ma présentation et par la suite vous me faites signe à Anna s'il te plaît, Ok, si tout est bon. c'est parfait. C'est parfait. Chers amis et chers collègues, bonne soirée à vous tous. Merci à vous, à mes chers amis, pour cette honorable invitation et merci de me donner l'occasion de renouer contact avec mes collègues à travers ce webinaire qui va permettre davantage de clarifier davantage certains points au niveau de l'endodontie. Notre thématique aujourd'hui va être sur la désinfection canalaire, la mise à jour. Et mes slides vont être en anglais, la présentation va être en français. De cette manière-là, ça aura une large possibilité de suivre mes slides avec, Inch'Allah, beaucoup d'importance et beaucoup d'impact sur votre pratique de tous les jours. On le sait que l'endodontie qu'on a actuellement, on la doit à beaucoup d'auteurs, mais le père de l'endodontie moderne restera jusqu'à maintenant professeur Hilbert Schilder. Schilder qui a mis en place depuis les années 1964, il a mis la feuille route de notre pratique. Il a parlé à l'époque de garder le canal continuellement conique, de garder et de respecter ce foramen dans sa position sans diamètre, et il a marqué le point sur le fait que l'endodontie, son but initial et principal est la dégradation des protéines ainsi que les bactéries et maintenir cet état de désinfection dans le temps par une obturation canalaire étanche. Ça, c'était clair depuis le début et on a tous compris que la cause de toute pathologie pulpaire est infectieuse. La pathologie pulpaire ou les pulpopathies ou les pathologies de la région apicale, qui n'est qu'une conséquence des pathologies pulpaires, sont des maladies infectieuses. Et la thérapeutique repose essentiellement sur la désinfection.
Pour en être clair, on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour qu'on puisse détailler. Si je me permets de poser une question et de la répondre à moi-même, pourquoi on prépare un canal? Il faut savoir qu'une grande partie, on prépare un canal pour qu'on puisse le désinfecter. L'objectif ultime de toute préparation est d'assurer une meilleure désinfection en matière d'espace. Et c'est ça, c'est le travail qui va être synergie entre la mécanique et le chimie. Pour qu'on puisse désinfecter de manière convenable, il faut prendre un grand regard et un bon arrêt autour de cette bactériologie. Les bactéries qui infectent la région endodontique et l'endodonte ne sont pas une culture monocellulaire, ne sont pas une seule espèce, mais c'est plusieurs espèces. Et c'est ces espèces-là qui vont changer en fonction de différentes pathologies. Ces espèces bactériennes, ils vont s'organiser dans le réseau canalaire. Vous connaissez tous le biofilm de la lésion carieuse. Il faut savoir qu'en endodontie, on a le biofilm endodontique, c'est-à-dire il y a une organisation spatiale des bactéries dans l'espace endodontique. Et pour qu'on puisse la nettoyer et la désinfecter de manière convenable, on doit garder à l'esprit que les bactéries sont de l'ordre de microns. Et en face d'une guerre de telle taille, ou une bataille plutôt, je préfère pas le terme guerre, il faut garder à l'esprit que ces bactéries de l'ordre de microns ne sont pas vraiment, ils ne peuvent pas être éliminés juste en pensant à la mécanique instrumentale ou des instruments de fin épaisseur ou de conicité, mais plutôt, pour qu'on puisse gagner cette bataille-là, on doit travailler avec des outils moléculaires. Je vais expliquer au fur et à mesure de l'avancement. Et pour cela, on a besoin de ce qu'on appelle d'agents irrigants. Je dédie cette photo-là à tous mes amis. C'est la photo de Zoud, notre beau pays qui a beaucoup de choses à voir. Et on peut vraiment profiter de ce beau paysage afin de voir ce que peut faire le passage de l'eau au niveau de structures même dures. Il essaye de sculpter, de nettoyer pendant son passage. Qu'est-ce qu'on cherche dans un produit d'irrigation? Ce qu'on cherche, selon cette étude-là qui était faite, un papier de Hapassalo, il parle de l'irrigation en endodontie. On veut qu'un irrigant soit à la portée. Il permet de réduire aussi la friction d'instrumentants. Il ne faut pas qu'il soit toxique, il ne faut pas qu'il soit allergique. Il faut qu'il n'atteint pas vraiment, il ne détruit pas la structure dentaire, mais en même temps, on veut qu'il détruise la charge bactérienne et de faire une dégradation de la matière organique existante. Il faut faire la séparation des choses entre tuer une bactérie et de la dégrader. C'est deux actions qui sont totalement différentes. Je peux tuer la bactérie, mais les résidus protéiniques existants ou la matière organique existante n'est pas dissoute. Dans ce cas-là, on a besoin de double action. Une action de destruction totale, une action de tuer et de détruire la totalité de la matière organique. Les standards produits d'irrigation disponibles dans notre arsenal endodontique dépendra réellement de ce qu'il existe au niveau de l'endodonte. Au niveau de l'endodonte, qu'est-ce qu'on a après préparation? On a les bactéries, on a de la matière organique. La matière organique qui est les résidus de la structure pulpaire existante, c'est-à-dire le tissu conjonctif existant, préexistant plutôt. Il y a les bactéries qui sont la source de cette pathologie et sa dégradation. Il y a pendant la préparation, on dégage la boue dentinaire. La boue dentinaire, c'est quoi? C'est la poussière de la dentine mélangée avec le liquide existant, ça donne de la boue. Et devant deux constitutions pareilles, c'est-à-dire la matière organique et la matière inorganique, l'hypochlorite seul est incapable d'enlever la matière inorganique. Et c'est pour cette raison-là, on a besoin de deux agents. Un agent à action organique et un agent à action inorganique. Il y a aussi la place de la chlorhexidine et je vais expliquer ça pendant le protocole. À quoi ça va servir la chlorhexidine? Déjà, on peut donner une indication à la chlorhexidine, c'est que la chlorhexidine peut être indiquée lorsqu'on a une allergie de l'hypochlorite. Déjà. Et on va voir, en fonction de ma présentation, l'apport de la chlorhexidine en matière de désinfection canalaire. L'hypochlorite est laid. Il restera pendant longtemps notre produit phare de désinfection. Parce que l'hypochlorite présente une activité de désintégration de la matière organique très intéressante. Très intéressante d'une manière qu'on peut l'utiliser au niveau de toutes les étapes de désinfection de la matière. L'hypochlorite est caractérisé par son effet bactéricide, virucide, sporicide et fongicide et son efficacité va être variable en fonction de la concentration, de la température, du pH
de contact aussi, c'est des facteurs qui vont modifier son efficacité. Et plus qu'on a je dirais, de concentration, plus qu'on est actif, plus qu'on augmente la température, plus qu'on est actif, plus qu'il y a le contact, plus qu'on est actif. Mais cette fenêtre n'est pas ouverte d'une manière éternelle. Il faut savoir qu'il y a une limite parce que au-delà d'une concentration, on touche à la toxicité absolue. La chlorhexidine est là sa place, vu le fait qu'il y a une activité antibactérienne qui est large, un large spectre, et il a une particularité que l'hypochlorite ne l'a pas. L'hypochlorite, c'est un produit très efficace, mais il est instable. Instable, il se déstabilise aussi rapidement et il ne peut pas avoir une efficacité longue dans le temps. C'est pour cette raison-là qu'on dit qu'il faut un rinçage abondant. La chlorhexidine, à la différence de l'hypochlorite, permet une activité antibactérienne avec un effet rémanent, c'est-à-dire qu'il peut avoir une efficacité antibactérienne prolongée dans le temps, chose qu'on n'a pas à l'hypochlorite. Mais pourquoi pas on n'utilise que la chlorhexidine? Parce que déjà, la chlorhexidine est aussi un produit biocompatible. Parce que la chlorhexidine va avoir une efficacité en matière anti-infectieuse, antibactérienne, mais il ne présente pas une habilité à la dégradation de la matière organique. De cette manière-là, il va tuer la bactérie, mais il ne va pas désintégrer ses constituants. Pour cela, l'hypochlorite restera le produit numéro 1. On sait qu'il présente une toxicité, mais comment on peut gérer sa toxicité pour qu'on puisse travailler de manière active? Un autre composant de l'endodonte préparé, c'est la smear layer ou la boue dentinaire. La boue dentinaire, pendant le travail et pendant l'alésage, ce fraisage qui s'effectue, ou cet alésage qui s'effectue au niveau endodontique, va dégager cette boue dentinaire, cette poussière de dentine. Et cette poussière de dentine, une fois mélangée avec l'humidité locale, va entraîner une boue qui va bloquer les tubuli dentinaires. Vous allez le dire, à quoi ça va nous déranger ces tubuli dentinaires? Regardez dans la photo à droite, trouvez les tubuli dentinaires. Les tubuli dentinaires sont de valeur parfois et aller jusqu'à 2 microns. Gardez toujours en tête que les bactéries sont de valeur de 0,5 microns. Et lorsqu'on est dans une pathologie pulpaire et aussi lismodontale ancienne ou très infectée, il y aura une contamination de ces réseaux dans sa globalité. Ce n'est pas juste le réseau dit canalaire, mais plutôt le réseau endodontique ou le réseau dentinaire. C'est-à-dire qu'il y aura de la contamination de la dentine radiculaire par une infiltration bactérienne à l'horizontale au niveau de ces tubuli dentinaires. C'est-à-dire qu'on va se trouver dans des niches de bactéries. Et si, pendant la préparation, on met et on bloque ces niches de bactéries par la boue dentinaire, il n'y aura pas de contact entre les bactéries qui sont logées dans ces tubuli dentinaires et l'agent désinfectant qui va être l'hypochlorite. Pour cela, il faut qu'on nettoie la surface dentinaire, il faut qu'on la dégage pour qu'on puisse mettre à nu ces tubuli dentinaires pour qu'ils puissent être en contact avec notre produit qui est l'hypochlorite de sodium. L'instrumentation, c'est juste pour vous montrer qu'une fois qu'on prépare, et là c'est quelques diapos qui sont prêtés aimablement de mon cher ami et professeur Pierre Machto, c'est qui montre vraiment le fait d'utiliser le DTA, ou là c'est des chélateurs d'une manière générale, va permettre de mettre à nu le tubuli dentinaire afin qu'on puisse assurer une désinfection tridimensionnelle. Le DTA reste le produit phare, mais il faut savoir que l'acide citrique à 10% aura la même efficacité. C'est une efficacité aussi antibactérienne, mais faible, mais son activité principale restera une activité inorganique dans la désintégration de la masse de la boue dentinaire. Le DTA va être utilisé à la concentration de 17% et celui de l'acide citrique à 10%. C'est un acide faible, c'est-à-dire c'est pas un produit qui nécessite ni de l'activation ni la potentialisation. C'est comme si vous mettez un acide sur une surface dentinaire, vous le mettez et il faut attendre un temps jusqu'à le temps d'action que je vais expliquer pendant le protocole. Il n'y a pas de flou par rapport à l'action de l'EDTA dans la pratique, c'est-à-dire c'est intégré d'une manière formelle et d'une manière vraiment scientifique prouvée que le DTA améliore et augmente l'efficacité de la désinfection canalaire parce que si on ne fait pas ça, on ne va pas désinfecter la totalité du réseau canalaire en profondeur et en largeur. Lorsqu'on va utiliser plusieurs médicaments,
il faut penser à la notion d'interaction. Parce que lorsqu'on va mélanger l'hypochlorite de sodium à la chlorhexidine, il y aura des composants, c'est-à-dire qui sont marrons, c'est des précipitations marrones qui sont cancérigènes et toxiques. Dans ce cas-là, l'association entre l'hypochlorite et la chlorhexidine n'est pas conseillée en contact direct. La chlorhexidine et en EDTA, l'association le DTA, va présenter des précipitations qui sont blanchâtres avec une réduction de son efficacité, mais l'association chlorhexidine et l'acide citrique ne présente pas d'interaction. La science ne s'arrête pas là. On a besoin de ces deux produits. On a besoin d'un effet antibactérien, on a d'un besoin chélateur, c'est-à-dire on a besoin d'enlever la boue dentinaire et de tuer les bactéries. Et pour cela, notre ami, mon cher ami professeur Zender, Matthias Zender a travaillé sur ça, c'est le Dualens HEDP, qui a permis de mélanger un des qui est compatible d'être mélangé avec l'hypochlorite de sodium. Qu'est-ce qu'il veut? C'est-à-dire, au lieu de travailler avec l'hypochlorite et dans un second temps utiliser le DTA et par la suite enlever le DTA et faire un rinçage de l'hypochlorite, c'est un rinçage qui va avoir une efficacité duelle, c'est-à-dire en binaire, organique et inorganique, et c'est très intéressant comme produit, mais on attend la démocratisation et l'utilisation et la commercialisation plus large de ce principe au niveau de l'endodontie. De cette manière-là, on n'aura besoin que d'une seule seringue qui va avoir une efficacité sur les deux composants endodontiques. Il y a aussi des travaux très intéressants qui vont essayer de mélanger la chlorhexidine à le DTA, qui vont avoir une efficacité double. N'oublions pas que le DTA, lui aussi, il a une activité antibactérienne mais faible. Ces associations telles que le QIMX, qui est présenté comme un agent d'irrigation double, c'est un agent qui va permettre à la fois de désintégrer la matière organique et la matière inorganique, aussi un produit intéressant, mais je pense, à mon sens, que ça va pas toucher jusqu'à maintenant l'efficacité antibactérienne souhaitée, surtout pour des canaux présentant un degré d'infection et un potentiel d'infection important. Maintenant, c'est pas juste le produit qu'on va mettre, mais comment le mettre et où il faut le mettre. J'adore cette photo-là. J'adore cette photo-là. C'est cette personne qui va explorer cette caverne et ces caves. Il faut savoir que pour qu'on puisse explorer, il a besoin d'un éclairage, d'une visuelle, d'une avancée vraiment prudente. On sait que maintenant, comme conclusion de premier chapitre, l'hypochlorite restera jusqu'à maintenant le gold standard en matière de produits d'irrigation pour son activité antibactérienne et aussi pour son activité de dégradation de la matière organique. On sait qu'on a besoin d'un chélateur. Le chélateur qui va être le plus répandu, c'est le DTA. Il a la même efficacité que l'acide citrique à 10%. Pour cela, il faut qu'on ramène ce produit au niveau de la zone d'interaction. C'est-à-dire, pour qu'on puisse le ramener, il faut qu'on pense davantage à cette anatomie endodontique. L'image qu'on avait au départ d'une image d'un canal, une sortie, d'un canal de sortie, c'est une image simplifiée de la réalité. N'oublions pas que l'endodontie est un acte chirurgical. C'est-à-dire, on va tout voir et on va essayer de tout faire à travers une petite cavité qui ne dépasse pas les 1 cm². La dent totalement, il ne dépasse pas 1 cm². C'est-à-dire, pour qu'on puisse travailler et on veut vraiment être dans la précision au niveau de l'apport et au niveau de l'instrumentation, on est obligé d'avoir un champ opératoire, on ne discute même pas. Il faut avoir les aides visuelles. Les aides visuelles afin d'agrandir votre champ de travail et d'agir d'une manière précise. Toutes les études se concordent sur le fait que utiliser le microscope ou les loupes, il n'y a pas de différence hautement statistique entre les deux outils. Être outil en loupe vous donnera une aisance de travailler convenablement et on n'est pas une différence statistique lorsque vous êtes dans la microscopie opératoire, plus au niveau de l'acte, mais au niveau de votre statut, au niveau de votre confort professionnel, la différence est énorme parce que travailler avec un microscope vous permet d'être dans une posture plus à l'aise, alors qu'avec les loupes, le dos peut se courber pour voir d'une manière importante. Cette image de classification de Bertocci qui a permis de former des générations, cette classification un seul canal, deux sorties, deux entrées, deux sorties, il faut savoir que c'était une idée simplifiée de l'histoire. Parce que là, c'est comme lorsqu'on va tracer la carte du Maroc et on met que les autoroutes et les routes principales. Mais la réalité, c'est qu'il y a des ruelles, il y a des sorties, des anastomoses, des petites ruelles qu'il faut garder à l'esprit. Regardez cette photo-là.
Je l'adore parce que c'est une technique de lyophilisation, c'est-à-dire on va rendre la dent transparente pour qu'on puisse voir, c'est-à-dire une décalcification, et avec une coloration de réseau canalaire, on voit cette complexité exceptionnelle de l'onde dente. Et lorsque je vois une image pareille, je me dis, et je me le redis encore une fois, que pour que je puisse désinfecter à l'intérieur, c'est pas ma lime qui va le faire, mais plutôt mon produit. Il faut que je l'aide à avancer plus au niveau de réseau et je l'aide à occuper davantage pour qu'il puisse avoir le contact. Parce que ce schéma-là de réseau endodontique, les bactéries le connaissent très bien. Et avec le temps, lorsqu'ils passent une infection qui est ancienne, ils ont la possibilité d'occuper d'une manière très dimensionnelle cet espace-là. Et pour que je puisse les tuer et pour plus vraiment les éliminer, il faut que il faut que j'amène mon produit d'irrigation davantage au niveau de ce réseau-là. Regardez comment les bactéries peuvent s'organiser, ils peuvent y aller davantage au niveau des tubuli dentinaires. Et lorsque vous êtes dans un espace pareil, il faut être outillé davantage en matière de désinfection et de aider mon produit et pourquoi pas faire appel à d'autres produits plus sophistiqués pour que je puisse avoir un état de désinfection meilleur. On le sait depuis les travaux de luxe, de toute façon c'était dans la Practical Endodontics, 1974, qu'une petite aiguille arrivera mieux au niveau de la région apicale et dans ce cas-là désinfectera mieux. C'est-à-dire si vous utilisez des aiguilles gros, même si vous utilisez un bon produit, ça va pas permettre la désinfection qu'il faut. Il faut désinfecter l'endodonte dans sa globalité. L'hypochlorite de sodium doit être ramené d'une manière convenable à cette région apicale. On sait qu'il s'agit d'un produit qui présente une toxicité. Cette toxicité, j'en ai besoin et on a besoin à l'intérieur de l'endodonte, mais en aucun cas on a besoin de cette toxicité au-delà de la région apicale. Pour cette raison-là, nos aiguilles doivent être de préférence avec une sortie latérale pour éviter la propulsion de produits au niveau de la région apicale et ils doivent être menus d'un stop afin d'éviter l'approfondissement inutile de l'aiguille et l'extrusion de produits au-delà de la région apicale. C'est ça. Là, pour vous montrer juste des études qui montrent, le travaux de Senia, qui a montré que les ouvertures latérales permettent une évaluation meilleure. Et à chaque fois, vous allez voir la signature de mon maître, professeur Pierre Macheteau, de chez qui j'ai emprunté quelques diapos pour la présentation. Actuellement, il y a plusieurs aiguilles. Il y a le métal, il y a le plastique. Le métal, lorsque le canal est droit, ça dérange absolument pas. Mais lorsqu'il y a une codure, il n'a pas assez de flexibilité pour suivre le canal. Les Eliflex, c'est un système que j'aime bien de chez Produits Dentaires, qui a l'avantage d'avoir deux sorties latérales, une flexibilité juste incroyable. Et il est vraiment gradué de cette manière-là. On peut avoir une irrigation très intéressante. Personnellement, c'est un produit que j'aime bien, qui a intégré ma clinique depuis des années. Et je ne peux pas m'en passer, vu le fait que je peux m'en passer dans les canaux droits. Ça ne me dérange pas dans les canaux droits, mais à condition que la sortie soit latérale. Mais dans les cas de codure, je suis presque dans l'obligation d'avoir des aiguilles d'irrigation aussi fine et aussi flexible pour qu'il puisse désinfecter. Et si mon aiguille d'irrigation n'arrive pas à la région apicale moins 2 mm et moins 1 mm, je dirais que je ne ramène pas mon produit d'irrigant au niveau de la zone la plus critique qui est le tiers apical. Ce qui est conseillé en matière de diamètre, c'est les aiguilles 30G. Les 30G permettent de nettoyer davantage. Et c'est le diamètre et le niveau de pénétration, surtout, qui est un facteur décisif en matière d'apport. C'est-à-dire, si votre aiguille n'arrive pas à la région apicale, sachez que vous ne faites pas une bonne désinfection. Il y a des moyens pour aider la désinfection, pour ramener le produit. Il y a des moyens qui sont, par exemple, afin d'éviter, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres séances, c'est par exemple l'endevague. L'endevague, c'est un système de pression négative, c'est-à-dire au lieu d'aspirer au niveau de la cavité, on va aspirer au niveau de la région apicale, c'est-à-dire on va éviter la propulsion de produits. Il y a des systèmes d'activation. Moi, j'adore ça et surtout le self-adjacent file qui permet à la fois de la préparation et d'irrigation. Et la dernière version est hyper intéressante. Vu le fait qu'il va permettre d'associer une irrigation aspiration assistée, c'est quelque chose de très magnifique, ça c'est une bonne évolution. Mais il faut savoir que il faut l'administration, on le dit c'est-à-dire la manual agitation. Manual agitation, c'est juste utiliser un mètre-cône et de faire un pompage. Ce pompage va permettre de diffuser le produit davantage dans le réseau canalaire.
L'hypochlorite de grande surface ou l'hypochlorite stabilisé, moi je suis depuis toujours, depuis qu'on a la possibilité de le dire, d'utiliser de l'hypochlorite stabilisé. De cette manière, on va profiter de qualités meilleures. On aura la possibilité d'avoir une concentration vraiment bien dosée, bien calibrée, et on aura des adjuvants qui sont des tensions actifs. Ces tensions actifs, lorsqu'on l'utilise par exemple dans les produits stabilisés, vont permettre d'augmenter le contact. Ils ne vont pas augmenter l'efficacité des hypochlorites. L'hypochlorite, il a une efficacité, là on dit, il a une force de 40 newtons et il est fort à 40 newtons. Mais lorsque je vais utiliser un surfactant, ce 40 newtons va être en contact avec l'agent agressant. Ça veut dire que ça va pas augmenter sa force, mais plutôt ça va augmenter sa capacité d'occuper l'espace d'une manière tridimensionnelle parce que ça va réduire la surface, la tension superficielle. Comment augmenter l'efficacité de l'hypochlorite? Parce que, comme tout médicament, le principe de la médecine, c'est quoi? Le principe de la médecine, c'est de traiter avec le minimum de nocivité. De cette manière-là, si on veut vraiment travailler, si on veut travailler, on veut vraiment travailler avec l'hypochlorite, certes, mais je ne veux pas travailler d'une manière concentration importante. Et ni comment je peux travailler avec agir d'une manière médicale, mais avec low dose. C'est-à-dire, il faut que je fasse une dose faible avec le maximum d'efficacité. C'est ça la fenêtre, ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique. On va voir comment on peut travailler d'une manière intelligente avec notre produit d'irrigation numéro 1, la concentration. C'est une étude que j'adore beaucoup de Sekira. C'est vraiment juste intéressante parce que là, on voit les cultures bactériennes de l'Anthotheres faecalis qui vont être mises en culture. On va mettre en contact avec pendant 5 minutes avec une concentration de 1%. Et ça montre les zones vertes qu'il y a toujours des résidus de bactéries capables de se multiplier. Avec un grossissement important, on peut voir qu'il y a toujours de ça. On va faire par la suite une augmentation du temps. De cette manière-là, lorsqu'on va être à 20 minutes de plus, on va voir que le temps va augmenter l'efficacité davantage de l'action globale, mais lorsqu'on va passer à 2,5% pendant 5 minutes, on voit que les zones vertes sont réduites et lorsqu'on va être à 20 minutes de plus par rapport à 2,5, il y a une élimination très significative de la souche bactérienne. Une élimination très sélective. Ce qu'on peut retenir de cette étude-là, c'est que à 1%, on a de l'efficacité, on est clair. À 2,5%, on a une efficacité meilleure. Et lorsque on va à 2,5 et on est à 20 minutes d'utilisation, même la notion de la température ne va pas changer parce qu'on a 22 degrés et 37 degrés, c'est-à-dire à 2,5% restera une concentration assez fiable. Mais si vous utilisez le 5,5, l'efficacité va être meilleure, mais vous touchez à la toxicité. C'est-à-dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire les facteurs qui vont intervenir, c'est la concentration, la température, l'agitation et le surfactant. Et là, c'est juste des études qui montrent davantage cette capacité de l'hypochlorite et des facteurs qui vont influencer. Plein d'études, vous pouvez vraiment garder et pour votre, je dirais, approfondissement d'informations. Je vous donne le concentré d'informations à propos de la concentration. Les concentrations utilisées en orthodontie reste une fenêtre thérapeutique entre 1% et 5,25%. 1% présente une efficacité réduite en matière d'action antibactérienne. Et pour qu'on puisse combler ça, parce que dans quelle situation on a besoin de 1%? Lorsqu'on a des apex bayants, lorsqu'on a les canaux sont larges, il y a le contact avec la région apicale est très présent et aussi la possibilité d'explosion ou d'extrusion de produits au niveau de la région apicale est importante. C'est-à-dire le 1% va être réservé aux apex bayants. Le 2,5% va être réservé à la presque totalité des biopulpectomies aussi dans les nécroses, mais qui ne sont pas assez récentes. Mais lorsqu'on est dans la reprise et dans les cas de festules associées, je vous conseille d'y aller vers 5,25. Mais on le sait, à 5,25, on est à une toxicité un peu supérieure par rapport à 2,5. Mais il y a d'autres moyens pour qu'on puisse rester dans la fenêtre de concentration de 2,5, qui est une fenêtre raisonnable, une fenêtre où la toxicité est maîtrisée et l'efficacité est assurée. Lorsque je parle d'efficacité, c'est l'action antibactérienne et la capacité de destruction de la matière organique.
Et pour cela, il faut qu'on voit le deuxième paramètre qui va influencer l'activité, c'est le paramètre de volume. Le volume, il faut savoir, on a toujours l'impression lorsqu'on irrigue, c'est d'entendre le bruit de l'irrigation, c'est-à-dire le circuit d'irrigation. On assure une irrigation, par la suite le retour, on a l'impression que ce son d'aspiration, c'est celui qui donne la notion d'efficacité. Mais il faut poser une question simple. Il est de combien le volume de l'espace pulpaire dans sa globalité? Et lorsqu'on va essayer de faire ça, on va se dire que c'est pas question de volume global, mais plutôt du renouvellement, combien on a renouvelé à l'intérieur. Parce que un défaut de l'hypochlorite, il y en a, hein, il y en a des défauts, c'est qu'il se désactive rapidement, mais il se désactive après avoir travaillé, après avoir dissous la matière organique. Et pour cela, on a besoin de renouveler le volume de manière à avoir une efficacité qui est stable dans le temps, pour qu'on puisse avoir une dégradation et une efficacité antibactérienne. Parce que si vous mettez une quantité et vous dites je vais le laisser travailler, il faut savoir que le produit va se désactiver, il ne va pas avoir le pic d'efficacité antibactérienne souhaité. Dans ce cas-là, le renouvellement va permettre de garder son pic d'activité afin de faire une désinfection globale. C'est les études très intéressantes, celles que j'ai présentées tout à l'heure de Siqueira, qui était en 2000 au Journal of Endo. Je reviens au volume. Lorsque je reviens au volume, le volume moyen dans l'espace endodontique est de la valeur de 40 microlitres. C'est-à-dire lorsque vous prenez une seringue 5 ml, vous utilisez 125 fois le volume de l'espace endodontique. Ça veut dire que ne dites pas que j'ai utilisé qu'une seule seringue, mais j'ai renouvelé l'irrigant 125 fois. Ce que je veux dire par cette diapo, c'est pas la taille de l'aiguille que vous utilisez, la seringue que vous avez utilisée, c'est pas combien de seringues que vous avez, c'est aussi important, mais comment vous l'avez administré. Si vous avez sûr que votre 5 ml arrive à la région apicale et la permet de faire le tour au niveau de la totalité de l'endodonte, vous êtes très efficace en irrigation. C'est ce que je parle de l'efficacité de l'irrigation dans un but thérapeutique, c'est pas la quantité. C'est pas j'ai utilisé 2 seringues, 3 seringues, mais je vais vous poser la question, comment vous l'avez les utilisées? Si vous l'avez utilisé d'une manière intelligente et vous avez la possibilité d'avoir un renouvellement intéressant, sachez que 1 ml, c'est 25 fois le volume pulpaire. Là, au niveau de cette diapo, c'est-à-dire plus de volume, plus d'efficacité. On est bien clair, mais on a un temps de travail. Il faut qu'on gère notre acte sur le plan timing, c'est-à-dire on ne peut pas irriguer d'une manière indéfinie, on a besoin de donner des chiffres. Et là, avec une discussion avec mon maître et mon ami professeur Pierre Bachot, on s'est dit le volume, il faut qu'on donne un chiffre. Et on arrivait à cette diapo-là, 1 millilitre à frais chaque instrument. Et pour le final rinse, je vais expliquer dans le protocole, 1 millilitre par canal, c'est-à-dire 2 seringues de Hebel. Et pendant une discussion, on a dit d'où viennent ces chiffres-là? Il faut le dire, c'est le consentement des experts autour d'endodontie. C'est 1 ml, c'est 1 ml après chaque instrumentation afin de désinfecter et ainsi avoir un effet physique de nettoyage. Et le fine rinse, ça va être la phase finale où l'hypochlorite va être en contact avec les bactéries qui sont protégées, qui étaient protégées par la boue dentinaire et qui sont éliminées par le déterre. Je vais expliquer davantage ça. Yani, lorsqu'on a une concentration faible, c'est-à-dire de 5%, lorsque je vais augmenter le volume, je vais être plus efficace dans la dissolution bactérienne. Alors que la température, c'est un facteur très très important qui avait coulé beaucoup d'encre dans le sens écriture et sujet. Augmenter la température de l'hypochlorite augmentera sa capacité de antibactérien et sa capacité de dégradation de la matière organique. Et le but, c'est quoi? C'est de réduire la concentration pour ne pas toucher à ma concentration de 5,25 qui représente un produit très concentré. Dans ce cas-là, il peut vraiment entraîner des complications au niveau de la région pérapique. Il y avait 2 moyens pour augmenter la température. Soit le moyen de faire chauffer l'hypochlorite à l'extérieur du canal ou à l'intérieur du canal. Augmenter la température, et ça c'est une étude que je trouvais très 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 intéressante, que je partage avec mes amis ici, c'est Certes qui a travaillé sur l'augmentation de la température. Lorsqu'on prend un hypochlorite, concentration de 1%, et lorsqu'on le chauffe
à une température de 45 degrés Celsius. Et là, il présente une unique efficacité de dégradation de la matière organique qui est équivalente à celle de 5,25 à 20 degrés. Et la solution est là. De cette manière-là, lorsqu'on va augmenter la température, on peut rester dans les concentrations faibles sans toucher à cette concentration importante qui peut créer des dommages au niveau de la région appliquée. Dans ce cas-là, augmenter la température de 20 à 45 degrés a augmenté l'efficacité de la valeur de 100 fois la capacité antibactérienne. Je parle de l'activité anti-infectieuse. Aussi, il y a des études qui ont montré vraiment l'utilisation de chauffage intracanalaire et qui a montré que chauffer en intracanalaire avec des systèmes comme la goutte à chaude, c'est-à-dire des sondes chauffantes, vont permettre d'augmenter la capacité meilleure. Parce qu'entre chauffer à l'extérieur du canal et de le mettre dans le canal, il y a cette différence de température qui va descendre. Vous n'êtes plus à 45 degrés. Et là, de le chauffer inside, ça va être beaucoup mieux. Et c'est ce qui découle de ce travail récent de 2020, où l'équipe a montré Daman a montré que chauffer un intracanalaire va présenter une efficacité meilleure. Résumant la notion de la température, c'est-à-dire chauffer un hypochlorite de 2,5% ou de 1%, vous allez atteindre une efficacité meilleure. Si on veut vraiment faire un résumé entre le volume, la température et la concentration, on va trouver une grande place de 2,5%. 2,5% chauffé à la température de 45 degrés va avoir une efficacité dissolvante assez importante, une activité antibactérienne très intéressante et de cette manière-là, on va s'échapper à la grande concentration. Le 1% va donner, si on le chauffe, va donner une efficacité meilleure, mais va pas avoir une efficacité telle que celle associée à 2,5%. Maintenant, il faut associer l'ensemble par rapport au temps. En combien de temps on a besoin pour qu'on puisse avoir, comme l'étude de Sequeira, qui a travaillé à 5 à 25 minutes, ce n'est qu'avec le temps qu'on a pu avoir une efficacité meilleure. Il faut savoir une chose, que avec le temps, on a une efficacité meilleure, quelle que soit la concentration de l'hypochlorite. Mais 2,5% représente une barrière en matière de temps. Parce que 25%, 2,5% présentera un temps de 30 minutes d'efficacité meilleure. 30 minutes, là c'est un papier de la division de maladies infectieuses de l'université épidémiologie de Carolina, a permis que lorsqu'on est à 30 minutes d'utilisation de l'hypochlorite, la majorité, la totalité presque de tous la souche bactérienne existante est sensible. Et pour cela, le timing qui peut être, quelle que soit votre rapidité, si vous êtes vraiment très rapide en préparation, je parle par exemple d'une incisif centrale qui présente un canal large, vous êtes plus à l'aise au niveau de l'instrumentation, mais vous la terminez en dizaine de minutes sur la préparation. Il faut savoir que ce temps-là était efficace en mise en forme, mais c'est pas l'objectif. La mise en forme n'aura un sens que s'il est terminé par une bonne irrigation. Et lorsque vous avez gagné en temps de préparation, c'est ce qu'on appelle l'endodontie moderne et le concept de l'endodontie moderne. Si vous gagnez du temps au niveau de la préparation, vous le donnez à la désinfection. Et là, on l'a compris avec le temps, c'est que ce qu'on a gagné en mise en forme, on l'a donné à la désinfection pour qu'on reste dans la fenêtre de 30 minutes de préparation et irrigation afin d'assurer une désinfection tridimensionnelle. Maintenant, comment on peut augmenter davantage l'efficacité tout en agissant sur la concentration, le temps et tout? Si on fait une recherche sur les moyens et les systèmes d'activation, on va trouver plusieurs. L'agitation manuelle, la sonic activation, les ultrasonic activation. Il y a un petit lapsus au niveau de la science, au niveau de la littérature. Il y a une grande différence entre activation et agitation. Lorsque je suis dans l'agitation, c'est j'augmente l'occupation spatiale du produit. J'augmente l'occupation spatiale. Mais lorsque je fais de l'activation, j'augmente son pouvoir. Et là, c'est ça la grande différence. Donc, vous êtes par exemple, vous êtes dans la sonic activation, le pouvoir de l'hypochlorite restera le même. Et dans ce cas-là, ses capacités antibactériennes et capacités solvantes resteront les mêmes. Mais
il va occuper l'espace d'une manière tridimensionnelle. Alors, lorsque vous utilisez les ultrasons vont augmenter son pouvoir anti-infectieux et son pouvoir de dégradation. Ça, c'est juste une précision pour qu'on puisse vraiment être. Une des moyens les plus simples pour qu'on puisse avoir une efficacité marière par occupation tridimensionnelle, c'est l'agitation manuelle. J'ai fait une étude en 2016 en démarrant que j'avais pas à l'époque, et même à l'époque, à vrai dire, la majorité des praticiens n'avaient pas les seringues aiguilles qui sont très disponibles, les aiguilles endodontiques 30G. Je me suis dit comment on peut vraiment améliorer la pratique de tous les jours. J'ai utilisé les seringues de 80G qui sont proposées avec l'aiguille principe, l'aiguille et la seringue de 2,5, et je l'ai associé avec un pompage. Juste le mettre cône, 3 pompages, 1, 2, 3. Et j'ai montré sur cette étude-là que l'occupation va augmenter de 30%. C'est-à-dire une agitation manuelle qui coûte absolument rien. C'est lorsque vous faites votre cône en place, faites votre mouvement 1, 2, 3. De cette manière-là, vous allez avoir un effet de piston qui va pousser votre produit à occuper tridimensionnellement l'espace et ça va permettre une occupation. Mais si on veut vraiment améliorer davantage notre activation, il y avait le sonore et l'ultrasonore. Je dirais, quel est le meilleur? Beaucoup de systèmes sont proposés. Celui qu'on connaît le plus, parce qu'il y a l'endoactivateur, parce qu'il y a beaucoup de papiers sur ce système-là, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, c'est le plus connu, mais ça ne veut pas dire que c'est le plus efficace. Il y en a plusieurs. Mais pour faire court à cette histoire-là, gardez la notion de l'agitation va créer des vacuoles importantes qui vont élever ce qu'on appelle des bubbles, qui vont réduire et effriter la bulle d'air existante et va nettoyer davantage. Et lorsque vous êtes dans l'ultrasonics, vous avez ce qu'on appelle le microbubbles, c'est-à-dire vous avez des micro-explosions qui vont avoir un effet antibactérien et qui vont avoir un effet vraiment de nettoyage plus profond. Les études montraient une différence entre le sonique et l'ultrasonique, mais il faut se dire, beaucoup d'études se penchent vers l'utilisation des ultrasonores, d'une manière à avoir 3 cycles de 20 secondes par canal, afin d'avoir un nettoyage très important. Mais il faut savoir, des études aussi montrent, surtout sur des micro-cities, l'évaluation de sonore et ultrasonore montre qu'il n'y a pas aucun système ne permet un nettoyage tridimensionnel, ne permet pas vraiment tridimensionnellement d'occuper. On fait de notre mieux, on pose davantage, on active davantage, mais il y a des zones qui sont inaccessibles sur le réseau canalaire. Moi-même, j'ai mené cette année-là une revue systématique sur l'efficacité ou la différence d'efficacité entre le sonore et l'ultrasonore. J'en ai publié 2 articles en revue systématique autour de la littérature. Autour de l'élimination des débris, j'ai montré comme quoi sur cette étude systématique de la littérature qu'il n'y a pas de différence significative entre le sonique et l'ultrasonore. Au niveau de l'élimination des débris et aussi au niveau de la réduction de bactéries. Ce que je veux dire par ça, il n'y a pas de différence entre le sonore et l'ultrasonore. Mais il y a une différence énorme entre la non-utilisation de sonore et ultrasonore. C'est-à-dire, l'utilisation de sonore ou ultrasonore augmente d'une manière significative, hautement significative, notre activité bactérie-élimination des débris dentinaires. Il y a aussi l'activation qui peut se faire par l'instrumentation mécanique. Lorsque vous mettez un hypochlorite et vous le travaillez, par exemple, tel que ce système-là, que je l'aime bien aussi, c'est le XP Shaper, l'XP Endo Finisher, qui est vraiment un instrument magnifique dans le sens que avec ces 2 phases martensinique et ostensique permettent d'avoir un mouvement tridimensionnel dans l'espace et permettent de pousser notre irrigant à couper davantage l'espace, chose que vous pouvez aussi avoir avec l'endoshipper. C'est juste l'endoshipper, il a un diamètre de bord de 30 et une conicité de 4%. C'est-à-dire celui-là, dans un petit espace, ça va permettre, l'autre, ça va être surtout désigné pour les reprises de traitement canalaire. Il y a je dirais, on peut pas parler de la désinfection de dentique et oublier l'importance de cet outil-là aussi, c'est-à-dire l'utilisation de laser. Mais qu'est-ce qu'il fait le laser dans cet espace-là? Il crée des micro-explosions, c'est-à-dire ça va être des micro-vibrations, c'est-à-dire une onde de choc. Cette onde de choc, ce qu'on va créer d'une manière ultrasonore, le laser va le permettre avec ce protocole PEPS qui est très intéressant, qui va permettre de pulser le produit à l'intérieur, de désintégrer. C'est-à-dire ça va augmenter l'efficacité du produit et ça va désintégrer la boue dentinaire pendant. Mais jusqu'à maintenant, moi personnellement, je trouve que
déjà travaille avec le classique et le maîtriser va avoir une efficacité meilleure par rapport à l'utilisation d'un tel produit qui va être very expensive, c'est-à-dire expensive, c'est-à-dire à des coûts très chers sur notre pratique. Il y a aussi des produits intéressants qui sont vus dans la littérature, tels que le Sonando ou la Gentle Wave. C'est à la fois d'administrer un produit et de le donner d'une manière pulsée et qui permettent de nettoyer d'une manière très importante. C'est des produits qui restent très très intéressants, mais leur coût ne va pas permettre de les intégrer facilement dans notre pratique de tous les jours. C'est-à-dire un insert ultrasonore endodontique va avoir une efficacité presque similaire à ces machines qui coûtent cher. On l'a compris et je le partage avec vous. Le concept classique de l'endodontie, c'était une mise en forme canalaire, cavité d'accès, réalisation d'une mise en forme canalique associée à une irrigation et l'irrigation finale occupait un espace à la fin avant l'obturation. Mais avec l'arrivée des systèmes de préparation mécanisés ainsi que les outils de préparation, on a gagné en temps de mise en forme canalaire, mais on a compris que le problème n'est pas mécanique, mais plutôt bactériologique. Et lorsqu'on l'a compris, ce qu'on a gagné en matière de préparation, on l'a donné à l'irrigation pendant la phase de l'irrigation finale, avec cette notion d'irrigation, de potentialisation, avec l'élimination de la boue dentinaire et l'irrigation davantage afin qu'on puisse désinfecter d'une manière tridimensionnelle. C'est-à-dire, le terme de tridimensionnel va être là et sensiblement, au niveau de l'acte endodontique dans sa globalité, avant et après, il n'y a pas une grande différence, mais plutôt ce qu'on a gagné en mise en forme, on l'a donné à l'irrigation. Afin de faire un résumé par rapport au protocole de préparation, la réalisation du cavité d'accès est une règle d'art, une règle d'or plutôt. C'est-à-dire, si je ne réussis pas ma cavité d'accès, je risque d'oublier un canal et je peux laisser un potentiel infectieux résiduel. Après chaque préparation instrumentale, il faut une révision et il faut une irrigation afin qu'on puisse désinfecter tout en respectant le principe de crown down, c'est-à-dire on nettoie la partie coronaire, médiane et apicale et on enlève tous les débris bactériens et bactériologiques et microbiennes et aussi la matière organique existante, 1 ml après chaque instrument. Et lorsque le canal est préparé, c'est le moment où il faut vraiment se donner tous les moyens pour qu'on puisse nettoyer la totalité. De cette manière-là, après préparation, le canal est préparé, il faut que j'enlève cette boue dentinaire qui va me cacher le réseau canalaire dans sa globalité avec 2 produits qui ont d'efficacité similaire. Celui de l'EDTA, c'est les plus connus et l'utilisation va être en littérature entre 1 à 3 minutes. Mais je vous conseille 1 minute. Pas la peine d'y aller jusqu'à 3 minutes dans les cas où il y a, c'est-à-dire 1 minute de mise en place de smear layer, c'est-à-dire de chélateur faible. Il faut juste, pour cette phase-là, il n'y a pas besoin d'activation, on a besoin juste de l'étalement. Vous pouvez utiliser votre mètre cone afin d'étaler, afin d'augmenter le contact de chélateur avec la surface à traiter. Une fois vous mettez ça, il faut savoir qu'à ce moment-là, on aura besoin de l'hypochlorite cette fois-ci, mais cette fois-ci, il va avoir une efficacité meilleure. Si vous n'avez pas tous les moyens, vous pouvez faire le manuel. Si vous êtes dans le sonore ou l'ultrasonore, vous allez augmenter l'efficacité de votre hypochlorite si vous êtes dans l'ultrasonore, mais vous allez augmenter son étalement lorsque vous êtes dans le sonore. Et c'est très très intéressant dans le sens d'augmenter l'efficacité, mais une fois tout est préparé. Là, je vous invite surtout à regarder le diagnostic initial. Le diagnostic initial est très important dans cette histoire-là parce que si vous êtes en face d'une biopulpectomie, c'est-à-dire le contact ou le contenu est stérile et j'ai désinfecté comme il se doit et l'infiltration bactérienne n'est pas existante au niveau de l'espace parce que c'est stérile. Mais si vous êtes sur une dent avec une pathologie périapicale absédante, où là vous êtes dans les cas de reprise, où la contamination est très importante et l'envahissement de réseau est plus important, vous êtes obligé de chauffer l'hypochlorite. De cette manière-là, vous allez avoir une efficacité transversale plus importante, une pénétration meilleure. Le canal est préparé, c'est le moment où il faut vous régaler en désinfection. Comme dans les cas où vous avez des festules ou dans les cas de reprise, vous pouvez faire appel
à la chlorhexidine, mais après avoir nettoyé le canal, séché le canal de toute coïncidence de l'hypochlorite pour éviter l'interaction avec la chlorhexidine. Et vous pouvez laisser l'hypochlorite, laisser la chlorhexidine, je dirais la chlorhexidine, après avoir nettoyé avec l'eau distillée ou le solvant physiologique, vous laissez la chlorhexidine en interséance. La chlorhexidine, il a un effet rémanent. Il va avoir une réaction moléculaire de destruction bactérienne. Il va avoir là, on va affinir notre manière de désinfection. Soit la chlorhexidine à 2%, soit l'hydroxyde de calcium. En médication, en interséance, ça va permettre de stabiliser la situation, surtout lorsqu'il s'agit de festules, d'abcès, et ça va permettre de majorer notre efficacité antibactérienne et notre dégradation bactériologique. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention et je remercie toute l'équipe pour cette invitation. Je pense que j'ai respecté le timing de 45 minutes qui m'a été fourni pour ce webinaire. Merci beaucoup, docteur, professeur Saïd Hadhimi. C'était magnifique, c'est juste passionnant et surtout la manière dont vous en parlez. Vous avez réussi à faire aimer l'endodontie par nos chers confrères. C'est tellement poétique, là, c'est poétique et c'est tellement vrai d'en parler de cette manière et surtout de faire la part des choses entre l'approche, je veux dire, classique et l'approche nouvelle de cette discipline. Vraiment, je vous félicite pour l'excellence comme d'habitude d'ailleurs, il n'y a pas de surprise. J'étais sûr qu'on allait avoir quelque chose de très très haut niveau et pour la qualité de vos slides. Donc, j'inviterai les participants à poser leurs questions sur le chat et on est à votre disposition avec notre cher professeur. Alors, moi, j'interviendrai juste pour vous dire, dans le même sens, l'importance de ces quatre, de respect de ces quatre principes qui sont la concentration, le temps, l'agitation et la température tout au long du process. Et si, juste pour nous éclaircir sur le temps d'application de 30 minutes, vous voulez dire que dès le départ de l'acte, y compris la mise en forme jusqu'à la fin de notre acte? Oui, de toute façon, il faut le dire, lorsqu'on démarre l'endodontie, le premier acte, une fois la cavité réalisée, il faut irriguer. C'est-à-dire 30 minutes depuis le démarrage de l'acte, depuis la première seringue d'irrigation. C'est-à-dire parce que pendant tout cet acte-là, l'hypochlorite, il travaille. C'est-à-dire, même si lorsque je tourne le dos pour récupérer ma lime, le canal est rempli de l'hypochlorite, il est en train de travailler. C'est-à-dire 30 minutes, il englobe dès que vous injectez la première aiguille d'irrigation qui est après la cavité d'accès. Parce que le canal, pendant tout l'acte, il doit être irrigué et désinfecté par l'hypochlorite. Il ne doit être séché que juste avant l'obturation. Et les 30 minutes, c'est l'acte de préparation et d'irrigation. Très, très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, j'invite nos chers confrères à poser leurs questions. On est là pour vous. Vous, dans votre pratique journalière, vous préconisez l'agitation sonique, ultrasonique, c'est la plus accessible pour vous, ou bien comme je sais que vous êtes un peu aussi spécialiste en laser, je l'ai dit au début, vous êtes multi-casquette, donc quand vous avez le laser et l'ultrasonique, vous penchez pour lequel? Ouais, honnêtement, une petite précision, moi, lorsque j'ai fait mes diplômes en chirurgie, en implantologie, en laser, c'est pas pour être un chirurgien, pas pour être un implantologue, ni pour être quelqu'un qui va pratiquer juste le laser, c'est pour juste compléter mon arsenal thérapeutique de mon endodontie. C'est-à-dire, moi, j'adore l'endodontie, je reste fidèle à cette discipline. Et là, je vais vous dire, la désinfection entre un effet de laser et entre un effet ultrasonore, c'est presque la même chose. Moi, j'ai pas dans mon cabinet l'herbium. C'est-à-dire, dans ce cas-là, ce que j'ai, c'est un diode laser. Alors que le diode laser, lorsqu'il va travailler en matière d'activation de l'hypochlorite, il va travailler comme une sonde chauffante. C'est-à-dire, lorsqu'on va activer la sonde,
Et lorsqu'on va travailler, c'est comme une concentration de la température au niveau de la pointe de la fibre. Dans ce cas-là, il va avoir le même effet qu'une sonde chauffante. C'est-à-dire, en matière d'efficacité, si je suis dans un acte où je travaille avec le laser et le laser il est juste à côté, pas la peine que j'appelle une sonde chauffante, ça va être la même efficacité. Alors que la laser, le diode laser, je sais que mon ami, tu es très très intéressé par le laser. Le diode laser, il a une particularité qu'il n'a pas les autres moyens. C'est Low Laser Therapy. Il est tellement pénétrant que dans le cas de granulome ou dans le cas de réaction périapicale, il va activer la chaîne de cicatrisation. Il va l'activer d'une manière à accélérer le processus de régénération. C'est-à-dire, si je parle de désinfection, il se valent. Vous êtes avec ça, ultrasonore, sonore, laser et tout, il se valent. Ce que vous avez à côté, vous le faites, ça va donner un. Ce qui est plus important, c'est la concentration de l'hypochlorite avec laquelle il faut utiliser. Le temps, c'est ça très important. Mais si vous avez votre diode laser juste à côté, et vous pouvez être dans le 940 en 940 en 980, Ouais. et ils vont permettre une pénétration profonde au niveau de la région apicale de manière à activer le processus et d'accélérer le processus de cicatrisation. Très très bien, je vois très bien. Donc on a le bénéfice de la pénétration de la diode à l'opposé de l'effet de Oui, l'herbium qui sera juste une cavitation c'est ça. du liquide. Voilà. Si on travaille avec le diode, il faut se dire, il faut travailler en deux temps. Le premier temps va être à viser température. C'est, tu le sais, Anas, il faut activer le chips. De cette manière, ça va chauffer. Mais lorsque vous voulez vraiment faire passer la lumière au niveau de la région apicale, il faut que la pointe, le chips ne soit pas actif. Voilà, exactement. Pour laisser diffuser la lumière, et vous êtes comme, شنو نقول لك بحال كتهضر بحال كتقول la pierre chauffante, c'est-à-dire au lieu de faire de massage avec la température, c'est tout ce qui est là où laser thérapie, c'est l'effet température et agitation cellulaire au niveau de la région apicale. Très bien, c'est noté. Là, j'ai une question de Dr Amina Denna qui vous remercie pour votre intervention. Il vous demande votre avis sur l'irrigation à l'hydroxyde de calcium. Euh, Cette question-là, je l'ai entendue pas mal de fois. Tout ce que je peux dire à ma collègue, c'est que cette notion d'irriguer avec l'hydroxyde de calcium n'a aucun fondement scientifique. Zéro papier, aucun fondement scientifique. C'est vrai que l'hydroxyde de calcium a une efficacité antibactérienne, mais qui nécessite du contact. Le contact, c'est-à-dire il faut qu'il reste en contact. C'est-à-dire faites rincer avec l'hydroxyde de calcium ne va pas résoudre grand problème. Si qu'on a de l'efficacité, il n'y aura aucune activité de dégradation de la matière organique, l'hydroxyde de calcium. Regardez la chlorhexidine, qui est plus noble que cette manipulation elle-même, il a été écarté parce que l'hypochlorite présente à la fois l'activité antibactérienne et dissolvant de la matière organique. La chlorhexidine ne l'a pas. Il peut tuer la bactérie, mais elle va la laisser en place. L'hydroxyde de calcium, encore plus faible dans cette chaîne de désinfection, parce que il va pas tuer, si pour qu'il tue une bactérie, il faut qu'il reste en contact. C'est la libération d'OH-. Il faut une quantité, il faut que ça se mette au niveau de la région apicale, il faut laisser, c'est pas un rinçage. Et même s'il tue la bactérie par mouvement moléculaire, il va pas la dégrader, aucune capacité de dégradation. Ce que je peux inviter notre cher collègue, أول حاجة, vous pouvez faire facilement sur PubMed, et vous pouvez cliquer sodium et l'hydroxyde de calcium et vous allez voir qu'il n'a pas sa place en matière d'irrigation, aucun papier scientifique depuis la création du PubMed, ça. Et je sais qu'on est praticien et on adore l'expérience scientifique. Je vous invite, docteur, à prendre un petit bout, même si vous de gencive, vous lavez facilement de votre pulpe lorsque vous expirez. Vous mettez une petite quantité avec l'hypochlorite, une petite quantité avec votre hydroxyde de calcium et je vous invite à regarder ça quelques jours après. Vous allez trouver qu'après quelques heures, il n'y a plus rien avec l'hypochlorite et le morceau de la matière organique restera permanent avec ce produit d'hydroxyde de calcium. L'hydroxyde de calcium, à mon regard, et en regard de la science, est un produit qui permet une désinfection, mais
en mise en place de pâtes à l'intérieur du canal avec un temps d'application. Et même l'utilisation prolongée de l'hydroxyde de calcium a donné la fragilité dentinaire. L'hydroxyde de calcium, on commence à le retirer davantage dans notre pratique, mais aucun papier, à ma connaissance, ne parle d'une irrigation à l'hydroxyde de calcium. Très très bien, c'est noté. Surtout que la complexité bactérienne à ce niveau, à ce Bien stade, sûr, en plus du biofilm qui est vraiment très très compact, je suppose, comme vous l'avez montré bien dit aussi. c'est Anas, bien dit Oui, c'est Anas. De toute façon, chauffe. Moi, je comprends la peur. Je comprends la peur. Moi aussi, j'ai su des formations de base, la fac et tout, et on a entendu que l'hypochlorite est toxique. On avait tous peur d'utiliser. C'est ça la réalité, Anas. exactement, On dit, exactement. mais mon cher ami, Doliprane, 1000. Si tu prends un comprimé, il est bien. Si tu prends 2, il est bien. Si tu prends 3, bien. Mais si tu prends 10, C'est mortel. c'est mortel. C'est-à-dire, tout Mortel. médicament, en fonction de la fenêtre d'utilisation, vous allez passer de l'efficacité à la toxicité, quel que soit le produit. Dans ce cas-là, l'hypochlorite, lorsqu'on va gérer son champ d'action, il est destiné à être dans l'onde dente, pas dans la région apicale. On est bien clair. Ici, on travaille avec la concentration qu'il faut. On va maîtriser sa toxicité parce que j'en ai besoin de cette toxicité, mais à l'intérieur du canal, pas à l'extérieur. Il ne faut pas avoir peur, parce que si vous utilisez le sérum physiologique, vous n'aurez aucun danger. Mais vous aurez C'est sûr, quoi? Aucune efficacité. bien C'est-à-dire sûr. danger, pas d'efficacité. C'est-à-dire action thérapeutique nécessite de maîtriser la toxicité de ce produit-là qui est destiné à l'intérieur, jusqu'à ma connaissance, et j'ai fait exprès au niveau de ma présentation de vous citer les références existantes par rapport à ça. Vous pouvez Ouais. revoir cette présentation, vous avez toutes les références scientifiques associées, et pour la préparation de ce travail-là, il y a mon maître et mon ami professeur Pierre Machetow, on s'est associés pour préparer ça, c'est-à-dire je parle autant que d'un praticien endodontique qui aime ça et qui présente toutes les informations d'une manière scientifique. Je suis le président de l'Académie marocaine d'endodontie, c'est une déclaration institutionnelle. Je suis le président Ah, de l'Académie arabe d'endodontie, c'est une déclaration régionale. Je suis membre du bureau de la Fédération internationale d'endodontie. Plus que ça, je pense pas. ah, tous les Je peux piliers pour avoir Là, je l'information le la dis plus. dans le sens, c'est une information institutionnelle. C'est pas une Oui, personne voilà, qui déclare. ouais, C'est dans un exactement. sens, s'il Bien y sûr, a bien sûr. d'autres moyens pour faciliter l'endodontie, je le ferai de mon mieux. Voilà, et c'est toujours le dilemme je pense que là où je vous rejoins amplement, c'est il faut faire la différence entre la quantité d'irrigants et la concentration, la manière dont Bien il va être. sûr. Parce que les gens, on a souvent, enfin, les gens, on a souvent Hmm. tendance à irriguer, mais si on irrigue, comme tu viens de le dire, avec du sérum-fi ou la mauvaise concentration dans les mauvaises conditions, c'est sûr qu'on n'aura pas Hmm. l'effet escompté de notre irrigation. Alors que tout le but de la mise en place et la mise en Hmm. forme du canal, c'est de permettre cette irrigation dans les meilleurs délais, si je résume bien votre Bien sûr, philosophie tu- tu- institutionnelle, bien sûr. là, tu as tout dit, mon cher ami. De toute façon, je l'ai dit dans un sens que il faut savoir que le but de l'endodontie, c'est une démarche, c'est un acte antimicrobien. Yani, ce que je fais cool, c'est ce que je veux faire. Yani, la maladie pulpaire, c'est une maladie infectieuse et ma démarche est anti-infectieuse. Yani, je prépare pour que je puisse désinfecter. Dans ce cas-là, c'est mon but. Dans ce cas-là, il faut que je maîtrise mes armes. Mes armes, c'est quoi? Mon arme fatale pour la destruction bactérienne, l'hypochlorite. Jusqu'à maintenant. Il y a ces nouvelles dual brands de Matthias Zander, ainsi le Quick Mix qui est projeté aussi. Mais jusqu'à maintenant, on trouve que l'hypochlorite à usage, je dirais concentration stabilisée, 2,5% restera un produit intéressant. Et faites attention, s'il vous plaît, lorsqu'on fait l'endodontie, on détruit les bactéries et on évite les autres à rentrer. Lorsque je dis on évite les autres à rentrer, c'est la digue. Hein. Exactement. On peut pas être outillé avec un laser qui coûte 400 000 ou la 500 000 en disant que je vais tuer tout. Mais sachez qu'une goutte de bactéries, 300 000 bactéries. Une goutte de salive, 300 000 bactéries. Exactement. Dans ce cas-là, Ouais, une démarche comme celle-là nécessite d'être vigilant de A à Z. voilà. D'accord. Donc,
je pense que on a fait le tour du sujet. Avec- On a plein de remerciements, plein de confrères. On Allah a beaucoup يكبر بك. plus de remerciements que de questions. Donc, parce que vraiment, c'est, comme je l'ai dit au début, c'était magnifique et très clair et très, euh, euh, on a appris quelque chose Allah aujourd'hui. On يعطيك a الخير appris سي quelque chose. أنس. Merci On beaucoup a mon ami. appris avec Merci le mon ami. temps. Merci Donc, à vous تبارك pour الله cette عليك. invitation parce que ça m'a permis de parler de la discipline que j'aime et de te voir déjà toi. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Le congrès Merci de beaucoup. Tanger à tais-toi. Je te vois qu'une fois Exactement. par an, mais c'est insuffisant. Je te le dis, c'est C'est ainsi. insuffisant. On va se voir, cher Il ami. faut qu'on C'est se voit. promis. Merci à Inch'Allah. Imad aussi qui je sais que il est votre partenaire. Il nous aide. Il fait Voilà. beaucoup de choses pour la dentisterie. Merci à Imad à travers ce live. Merci à Saoued. J'ai eu l'occasion de le voir par rapport à l'équipe de préparation de ce live. Merci à vous. ونتمنى إن شاء الله نتلاقاو فرصة Voilà. قريبة بإذن الله. Merci beaucoup mon ami et à très bientôt. Sidi Saïd, c'est que on va pas oublier de remercier aussi nos confrères. On est suivi un peu partout dans le monde, en Afrique, et en Europe et même en Bangladesh. Il y a pas mal تبارك الله. de destinations. Voilà. Donc on remercie tous ceux qui nous suivent de Merci mes partout. chers collègues et Merci. très bonne fin de soirée à vous tous. Allez, salut. À la تبارك الله prochaine, عليك. Inch'Allah. مرحبا سيدي مرحبا.